Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette masterclass dont la thématique est, comme vous pouvez le lire, comment conjuguer développement et transition écologique. Donc je suis très honoré de parler de ce thème qui nous est cher et j'expliquerai un petit peu dans le détail pourquoi par la suite. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je tenais à faire une présentation un peu de qui on est et qui je suis également. Epner est une entreprise familiale d'abord, qui a été créée en 1925 par mon arrière-grand-père. À l'époque, c'était une entreprise qui était spécialisée dans le transit entre le port du Rhin, enfin sur le port du Rhin entre Kehl et Strasbourg. Mon arrière-grand-père, qui était un paysan du nord de l'Alsace, avait racheté cette entreprise-là parce qu'il y avait plus de chevaux dans l'escarcelle que le plus gros paysan de son village. Donc c'était déjà une notion de compétition avérée. Mais il s'est fait piquer au jeu du transit et du transport et s'est lancé là-dedans. Alors c'est une affaire de famille qui s'est développée de génération en génération jusqu'à la 4e génération dont je suis le représentant, grossissant pour atteindre aujourd'hui un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros au moins en 2019. On a connu évidemment une petite chute en 2020 qu'on devrait largement combler cette année pour revenir à notre tendance initiale et finir aux alentours de 780-800 en 2021. C'est toujours un peu difficile de parler de son chiffre d'affaires en ce moment. Mais voilà où on en est. Alors de mon côté, oui, alors pour finir sur la fiche d'identité du groupe, donc 750 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. On est 3500 collaborateurs désormais. On est présent dans 5 pays. On est présent en France évidemment. Ça représente environ 80-85% de notre chiffre d'affaires, donc une vraie prédominance de la France. L'Allemagne est notre deuxième pays de loin, puisque ça représente un peu plus de 10% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. On est présent dans 12 endroits en Allemagne et on est également présent en Hollande, en Espagne et de manière plus récente au Sénégal, à Dakar, pour être tout à fait précis. Alors, on se définit comme créateur de solutions transport et logistique, spécialiste et leader indépendant des flux depuis et vers la France. Plus prosaïquement, en gros, on fait du transport et de la logistique multimodaux, puisqu'on fait du routier évidemment. Ça, c'est sans doute la partie sur laquelle on est la plus réputée, la plus connue, mais également du transport aérien, du transport maritime, de la logistique contractuelle et tout type de transport en fait qui correspond à une demande et qui répond à un besoin d'un client qui aujourd'hui priorise ces sujets, d'ailleurs en intégrant la dimension environnementale de plus en plus dans son cahier des charges, ce qui d'ailleurs bouge un peu les curseurs en termes d'utilisation des moyens multimodaux. Voilà, alors à titre personnel, moi en 2008 je finis l'EDEC et je rejoins l'entreprise familiale parce que j'avais un écart d'âge important avec mon père, qui m'a conduit à assez rapidement vouloir faire mes preuves d'une part et puis vérifier pour lui comme pour moi comme pour l'ensemble des parties prenantes du groupe, vérifier que j'en étais capable et que j'en avais l'envie parce que c'était la conviction de mon père que l'entreprise devait rester familiale. À l'époque on était encore un peu plus petit et donc voir comment je pouvais intégrer le groupe. Donc j'ai eu un parcours opérationnel à la fois dans un service aérien et maritime, un service international terrestre et un service plus global, une direction régionale, avant de rentrer en tant que directeur général délégué des opérations et enfin directeur général depuis 2015. Donc voilà pour la présentation un petit peu du groupe et de mon parcours. Un petit point simplement sur les moteurs de notre stratégie sur l'aspect managérial et humain. Alors je vais éviter de vous faire le laïus sur les valeurs qu'on entend un peu partout en disant oui mais les nôtres elles sont réelles, etc. Je pense que les valeurs elles sont tangibles que quand on connaît vraiment une entreprise. Donc je vais pas vous le marketer à outrance, mais on a de notre côté souhaité il y a quelques années marquer ces valeurs parce que j'ai toujours été admiratif des entreprises qui arrivent à gérer et à manager par les valeurs plus que par des grandes guidance, etc. Et je pense que chez nous ça réussit pas trop mal. On a un principe de subsidiarité fort, on a 70 sites répartis en France, encore une fois 12
12 en Allemagne, etc. Et pour être au plus près du marché et des besoins de nos clients, on s'attache à laisser beaucoup de responsabilités à nos collaborateurs et une autonomie forte dans l'entrepreneuriat. Donc ça fonctionne en matriciel avec évidemment des directives qui viennent du siège sur la politique stratégique et puis des opérations qui s'adaptent au quotidien à des besoins locaux, à la fois sur l'aspect RH, sur les collaborateurs en place, mais aussi sur les besoins de nos clients et sur l'évolution de leur marché, chaque marché étant un peu spécifique, y compris en France, avec des différences marquées, etc. Donc ces valeurs, elles sont extrêmement importantes pour effectivement marteler en fait un certain nombre de lignes qu'il faut respecter pour réussir dans notre entreprise. Et en général, si vous entreprenez en respectant ces valeurs, même si vous vous plantez, vous êtes très encouragé à le faire. Voilà, donc à part la loyauté, qui est pour moi le corollaire du principe de subsidiarité, parce qu'à distance, il faut cette loyauté-là, tout le reste sont effectivement des valeurs qu'on a fait émerger du terrain, ainsi qu'une raison d'être qui peut paraître assez éloignée des raisons d'être, je dirais, très ambitieuses qu'on peut parfois entendre, mais qui correspond sans doute à ce que je souhaite que l'entreprise reste à un moment où elle est croisée de ses chemins entre une grande entreprise, enfin une entreprise qui est une ETI aujourd'hui de 750 millions, qui croît à un rythme assez important, notamment par croissance externe ces dernières années, pour arriver de plus en plus à une grande entreprise. Voilà, c'est une entreprise qui était familiale et qui le reste. Avec mon père connaissait encore tous les gens par quasiment leur prénom, moi de moins en moins, mais j'ai envie de garder encore cet état d'esprit et cette culture d'entreprise très forte, et donc je tenais à l'inscrire dans les statuts et à mettre en place les valeurs pour que, malgré l'évolution de la taille, malgré encore une fois ce petit décrochage par rapport au terrain, même si on essaye de s'en rapprocher régulièrement, eh bien on garde encore une fois ces fondamentaux qui ont fait la réussite du groupe. Et en fait, pourquoi je parle de ça, non pas pour en faire la publicité, mais pour insister sur le fait que c'est aussi ces valeurs qui portent la transition environnementale à venir. Voilà, alors je passe immédiatement au vif du sujet après cette présentation et ce propos introductif. Alors mes 5 conseils pour conjuguer développement et transition écologique, en fait ça porte pas tout à fait bien son nom. C'est pas des conseils que je voulais vous donner. D'abord, un, j'ai pas cette prétention là, je pense qu'on est en plein dedans, et deux, je pense que c'est pas non plus ce que vous attendez, vous êtes sans doute déjà engagé là-dedans. C'est plutôt un retour d'expérience que je voulais vous faire de ce qu'on vit avec nos forces et nos faiblesses, nos menaces et nos opportunités, et nos réussites et nos échecs. Le postulat de départ là-dedans, c'est que y a un consensus clairement admis, et donc c'est même plus un débat qui à mon sens doit être ouvert dans une thématique comme celle-là, sur le besoin d'aller vers des modèles de développement économique durable, et qu'aujourd'hui on est dans une quête d'un développement économique qui doit être conjugué avec le bien-être environnemental et le bien-être même social et sociétal, donc dans une logique plus globale. La durabilité, c'est une responsabilité mondiale aujourd'hui, et dans laquelle les entreprises doivent absolument prendre leur part. Ça, c'est parfaitement bien admis. Juste cette petite définition de ce qu'est la transition environnementale selon la Commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Il s'agit de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Ça clarifie à mon sens assez bien le sujet, c'est-à-dire qu'on doit marier présent et futur, on ne doit pas être dans une disruption, dans une révolution, mais bien dans une transformation profonde, rapide, exigeante, mais à mon sens une transformation et non pas une rupture ou une révolution. Alors au-delà de ces grands principes, il y a quand même une pression qu'on ressent de plus en plus de l'opinion publique, qui se traduit par une pression du législateur dans un certain nombre de domaines, une pression des collaborateurs, notamment des jeunes générations, même si les générations plus seniors ont aussi des enfants et des petits-enfants, et elles sont attentives au développement de leur entreprise. Des clients, clairement. Alors ça crée aussi des opportunités, puisque nous-mêmes, nous gagnons des parts de marché chez des clients qui ont envie de donner exemple aujourd'hui, et des partenaires financiers. Plus récemment, on voit bien la montée en puissance de l'extra-financier dans l'importance du jugement que vont faire les partenaires financiers dans le futur. Donc ça, c'est une pression qui monte au-delà des grands principes
joli, mais parfois un peu théorique autour de la transition environnementale. Et puis à titre d'Epner, on est une entreprise familiale, 4e génération. Il y a des 5e générations qui arrivent au board. C'est des jeunes actionnaires et ils prêtent eux-mêmes sans doute beaucoup plus d'attention à la transition environnementale du groupe qu'à la profitabilité par moment. Je pense que voilà, il y a un cursus à trouver entre les deux, mais voilà, entre des générations plus seniors qui sont tournées vers des modèles plus classiques, on va dire, même si encore une fois ils y sont attentifs, et la jeune génération, pour nous c'est important de le prendre en compte. Alors, le première étape dans le retour d'expérience, c'est se donner les moyens d'anticiper. Se donner les moyens d'anticiper, c'est partir du postulat suivant, c'est-à-dire que du postulat de son secteur d'activité. Pour nous, le secteur d'activité du transport, hein, je récapitule, c'est 600 000 camions sur les routes de France chaque jour. Je pense qu'il y en a qui, quand ils partent en vacances, doivent parfois nous maudire. Et 23% des émissions en GES. Alors là, je me suis un peu auto-flagellé quand j'ai fait la présentation, puisque c'est 23% d'émissions de GES sur le trafic routier. Et non pas sur le trafic du TRM, c'est-à-dire le transport routier de marchandises uniquement, ce qui représente 6%. C'est beaucoup, mais c'est loin des 23% dont on parle, qui est là pour le coup confond véhicules légers, etc. en même temps. Alors, pour nous, la transition environnementale, elle ne s'est pas décidée il y a 1 an ou il y a 2 ans. On n'a pas attendu la législation ou la montée en puissance. Ça a toujours été une pensée clairement prise en compte. Néanmoins, ça a été un petit peu freiné par d'abord la faible lisibilité des technologies qui étaient à notre disposition, électrique, GNV, hydrogène, il y a beaucoup de choses dont on parle. Il y en a qui sont très très prématurées, il y en a qui ne correspondent pas à nos besoins, etc. Et il a fallu que on choisisse la bonne voie. La faible propension des clients à prendre en compte le coût au départ, hein. Il y a 5 ans, c'était clairement, quand on faisait un sondage, tout le monde était évidemment d'accord pour faire du vert, par contre pas pour le payer. Et puis l'anarchisme dans la mise en œuvre des politiques locales, notamment en matière de transition environnementale, qui nous a pas permis d'aborder les choses de manière holistique et avec une notion de scalabilité forte. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer actuellement. La loi climat et résilience est en train de bousculer beaucoup les choses, avec l'augmentation du nombre de ZFE en France qui sont aujourd'hui au nombre de 16, je dis ça de mémoire, j'ai plus totalement en chiffre en tête le chiffre, mais je crois qu'aujourd'hui on en est à 16. Au 1er janvier 2024, toutes les villes de plus de 150 000 habitants, excusez-moi décidément les confusions, devront instaurer des ZFE. Il y a des projets d'écotaxes régionaux qui sont déjà bien ancrés, puisqu'en Alsace c'est déjà quelque chose qui est évoqué très fort, même s'il y a une résistance locale élevée, et une augmentation de la fiscalité du gasoil et surtout l'arrêt programmé du remboursement de la TICPE qui était une manne importante pour un transport routier qui, dans la chaîne alimentaire économique, se bat avec le facility management en termes de marge, et donc on avait besoin de ces choses-là. Mais voilà, ça répond aussi à des directives, je dirais, plus globales sur le remboursement et le financement des énergies fossiles. Alors, vous l'avez compris, pour nous, c'est évidemment un sujet de survie à terme, hein. C'est pas un sujet qu'on fait pour faire du greenwashing, pour faire du marketing pour nos clients. Pour nous, si on n'a pas fait notre transition environnementale, dans 10 ans au mieux, hein, parce que ça peut être beaucoup plus rapide que ça, on sera plus sur le marché, on sera plus complètement là. Donc il était important qu'on le prenne en compte. À titre personnel, moi j'étais pas trop Greta Thunberg à l'origine, et puis j'ai eu des enfants et je suis directeur d'une entreprise, gouverner c'est prévoir. Donc on est aujourd'hui, moi je me suis sans doute aussi beaucoup plus intéressé à cette cause-là que je le faisais il y a 10 ans, et donc voilà, c'est aussi la responsabilité d'un dirigeant de se mettre à ça. Alors dans les points importants là-dessus, il y a la partie, je dirais, quand on se met en mouvement, il faut objectiver les choses, c'est-à-dire qu'il faut savoir de quel point de départ on part, sinon on ne sait pas très bien vers quoi on avance et quels peuvent être nos objectifs. Donc on s'est engagé un peu tous azimuts sur les labels et les certifications qui nous paraissaient les plus utiles dans notre démarche, d'une part pour nous obliger à formaliser un plan d'action, pour structurer notre démarche, parce que ça c'était pas forcément évident au départ, par quoi on commence, etc. Quelles sont les principales causes racines de nos pollutions, etc. Donc pour objectiver la démarche, on s'est lancé dans un certain nombre encore une fois de chartes, hein. On a signé en 2010 la démarche objectif CO2, on a réduit nos émissions de CO2 de 12%, alors que notre entreprise évidemment
croissait pendant cette période-là, donc c'est une performance importante. On est également engagé dans le cadre du dispositif EECOM qui a été lancé dans l'année 2019. C'est un dispositif qui est porté notamment par l'ADEME et la société EcoCO2 avec le soutien du ministère de la Transition environnementale. Et notre objectif de cette démarche, c'est de réduire nos émissions de CO2 de 7% d'ici 2022, ce qui représente à peu près 20 000 tonnes de CO2. Et puis on a signé la charte Global Compact de l'ONU pour essayer justement de structurer notre démarche avec les objectifs de développement durable qui la composent. Et enfin, on se fait labelliser, j'allais dire, par un organisme de labellisation qui est de plus en plus usité par nos clients, qui s'appelle EcoVadis, qui nous a décerné la médaille Silver, nous octroyant ainsi la possibilité d'être dans les 20% des entreprises les moins polluantes, ou en tout cas les plus, pardon, puisqu'il y a plein d'autres critères que d'ailleurs la transition environnementale là-dedans, mais la plus responsable sociétalement parlant. Donc voilà, vous voyez, on a aussi clairement entamé notre démarche en l'objectivant. Ensuite, ça c'est un point qui nous a aidé énormément, qui n'était pas forcément tactiquement quelque chose qu'on avait anticipé, mais qui nous a énormément aidé, c'est choisir collectivement son combat. Et par là, ce qu'on veut dire, c'est permettre aux collaborateurs de se saisir des sujets, et notamment du sujet de la transition environnementale. Alors, je ne reviens pas sur la raison d'être, mais la raison d'être, en gros, c'est encourager l'esprit d'entreprise de nos collaborateurs, de nos partenaires, clients et fournisseurs, et des citoyens de toutes les générations au sein de l'ensemble des territoires où nous sommes actifs. Je vous l'ai dit, c'est pour moi l'enjeu, c'est de garder effectivement la même dynamique qu'on a actuellement et la même culture d'entreprise. Et parmi les quelques points de preuve de cette raison d'être, on a une université Epner qui se tient tous les 2 ans, qui réunit 45 des collaborateurs, souvent les plus talentueux, les plus prometteurs de l'entreprise, et qui permet notamment de faire une soutenance sur une thématique qui est choisie dès le début de l'université et rendue en fin d'université avec un groupe de travail. On laisse le choix aux universitaires de mener un groupe de travail qui correspond à un des piliers stratégiques du groupe. La transition environnementale est d'ailleurs beaucoup plus ressortie dans la dernière université que dans les précédentes, ce qui prouve bien d'ailleurs la montée en puissance du sujet. Et c'est d'ailleurs un groupe de travail lié à cette université qui nous a proposé ce qu'ils avaient appelé dans leur groupe de travail, donc c'est copyright, mais Drive Green, pas très original, mais très marquant en termes de nom, qu'on a retenu comme tel, et on a laissé l'opportunité à nos collaborateurs de sortir de leur rôle qu'ils avaient et de mener à bien la transition environnementale du groupe en s'appuyant sur cette feuille de route qu'ils avaient dessinée de manière extrêmement fine et extrêmement perspicace. Et du coup, l'une des collaboratrices qui faisait partie de cette université est sortie effectivement du poste qu'elle occupait pour prendre le rôle de directrice de la transition environnementale du groupe, en se rapprochant de plus en plus du COMEX étant donné l'importance. Donc voilà, c'était un enjeu très très fort pour nous. Ça nous a permis d'avoir des gens qui se sont emparés du sujet sans que ce soit un éclair qui tomberait depuis la direction générale, mais bien un sujet de terrain marqué par le saut du terrain et des envies de collaborateurs de terrain. Alors nous, ça a créé chez nous une feuille de route qui nous a conduit à investir 15 millions d'euros pour renouveler 50% de notre flotte, sachant que nous on est essentiellement on fait appel essentiellement à la sous-traitante, donc on a 50% de notre flotte qui doivent être renouvelés avec des véhicules au gaz naturel à horizon 2025. On exploite 300 véhicules, faut le savoir à peu près. On a déjà commandé 70 véhicules GNV, soit un quart de la flotte. On avance progressivement vers notre objectif qu'on atteindra assez facilement, sachant, et ça je pense que c'est un point important, qu'on a été financé assez facilement sur ce sujet-là par des banques qui cherchent aussi à apporter des preuves sur leur propre politique RSE et qui cherchent des projets comme les nôtres, y compris dans des secteurs aussi marqués par l'impact environnemental que peut être le nôtre. Alors, je me rends compte que j'ai pas fait tourner le slide, mais voilà, je vous montre simplement les camions. Vous voyez, ils sont marqués GNV. On a également des triporteurs, donc on a des poids lourds, des véhicules légers, des tracteurs, et on fait également appel effectivement ici ou là à des véhicules électriques, mais aussi à des triporteurs, et de plus en plus d'ailleurs pour le centre-ville en particulier. Alors, l'autre point clé, c'est savoir s'entourer et embarquer. Alors pourquoi je dis ça, c'est que nous,
on capitalise sur la proximité pour convertir. Hein. Je le disais, on a un réseau de sous-traitance extrêmement important. Tous les jours, on a 800 départs depuis nos agences et 800 qui relient donc nos agences entre elles. Hein. C'est ce qu'on appelle des lignes quotidiennes. Il faut imaginer un système de hub aérien. Donc vous avez des grands hubs internationaux et vous avez par ailleurs des vols locaux, etc. pour distribuer. C'est à peu près le même phénomène. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de tournées de livraison un petit peu en marguerite autour des agences pour aller prendre la marchandise chez nos clients ou la livrer chez leurs destinataires. On a des lignes quotidiennes qui rejoignent nos agences et par après on a effectivement de nouveau cette tulipe pour livrer et reprendre la marchandise. Ce qui donne un chiffre assez considérable. Hein. On a 800 lignes quotidiennes entre nos agences et on a 850 tournées de livraison. Là-dedans, on a 80% de sous-traitance. Donc notre challenge, c'est pas seulement de nous emmener nous, hein, c'est aussi d'emmener tout notre écosystème de sous-traitance. Et là, il se pose d'autres problèmes sur lesquels je vais revenir, mais ça a commencé d'abord par accompagner nos sous-traitants en faisant de la sensibilisation et de la pédagogie sur la nécessité d'anticiper. Hein. D'abord sur les évolutions réglementaires qui connaissent pas toujours. Hein. C'est souvent des entreprises, des petites entreprises avec unipersonnel ou avec quelques personnes, mais très peu de moyens. Les risques de tension du marché des véhicules GNV, l'évolution des attentes clients, ça aussi, ça a nécessité un peu de pédagogie. Et l'accompagnement sur la démarche de transition de véhicules avec la relation de confiance partenariale avec Epner, la capacité à transformer les contraintes en atouts pour le secteur et la force d'un accompagnement concret dans cette transition. À noter qu'aujourd'hui, on a plus de camions de sous-traitants qui ont été transformés. Alors, on part en ratio, ça fait évidemment beaucoup moins que chez Epner, mais on a aujourd'hui plus de véhicules sous-traitants qui ont été transformés que de véhicules Epner. Il a fallu beaucoup de temps pour les convaincre, parce que, mais j'y reviendrai, ça crée des vraies problématiques financières pour eux, et qui d'ailleurs mettent à mal un peu la filière, mais en même temps, une volonté de nous accompagner, une volonté de grandir, j'ai trouvé ça vraiment admirable chez beaucoup d'entre eux. Donc on a vraiment de très bons retours de la part de nos collaborateurs et des agences françaises. Les conducteurs sont satisfaits d'ailleurs par la conduite que procurent les nouveaux véhicules. Donc voilà, on est pour le moment en réussite sur ce sujet-là. Lever les freins et les obstacles. Ça, c'est évidemment ce que je voulais surtout dire par là, c'était ne pas contourner l'obstacle tout simplement. C'est-à-dire que vous avez un cadre réglementaire qui est extrêmement mouvant, hein, qui est encore d'ailleurs pas très favorable, mais une forte volonté d'apporter des solutions. Hein, c'est notre rôle à nous. Alors, le point de départ, d'abord, c'est l'approvisionnement qui est parfois complexe. Hein. Nous, on a choisi encore une fois une ligne directrice autour du gaz naturel. Et aujourd'hui, l'approvisionnement est assez difficile. D'abord parce qu'il y a un faible maillage territorial par rapport à certains autres carburants, même si dans l'ensemble c'est assez complexe. Un engagement fort des pouvoirs publics au début qui s'essouffle un peu, et on voit certains lobbies qui insistent et qui semblent altérer un peu la conviction autour de cette techno, et un prix du gaz naturel de ville par exemple qui est parfois supérieur au diesel, surtout à l'heure actuelle où le prix du gaz augmente. Donc voilà, donc on subit aussi des complexités par le fait que on a un maillage, enfin selon les régions on va avoir un maillage plus ou moins complet, et quand le maillage est à peu près existant et qu'on a une station à côté, en général elle est assez vite saturée par la demande, donc ça crée des difficultés qui nous ont d'ailleurs poussé à réintégrer directement la construction de stations GNV, ce qui est vraiment pas notre métier, quitte à la mutualiser avec des voisins transporteurs par ailleurs, ou des sous-traitants qui viendraient se ravitailler chez nous. On l'a fait au Mans, on le fait à Lille, et on le fera très probablement, ou en tout cas on envisage de le faire à Strasbourg dans notre future agence. Donc voilà, on ne contourne pas l'obstacle et on continue à investir dedans. Une stratégie, le 2, c'est une vision encore floue de la stratégie énergétique un peu globale, hein. D'abord qui prend pas toujours le principe de réalité des entreprises en compte, hein, et que les ZFE sont tout simplement pas praticables par endroit, ou en tout cas dans les demandes qui sont faites, il y a souvent des contraintes qui deviennent trop lourdes à gérer pour simplement l'accès aux villes, donc créant d'ailleurs des retours en arrière par moment sur le plan politique. Et
y a un mouvement à impulser, une direction à donner. Alors, on parle beaucoup d'hydrogène, par exemple. L'hydrogène, c'est une technologie qui est pas disponible à l'heure actuelle pour les poids lourds, et qui le sera probablement pas avant ce qu'on peut entendre 2030-2035. Et l'électrique ne permet que de livrer convenablement l'hypercentre et sur des distances courtes. Certainement pas aujourd'hui pour prendre des distances longues et des grandes tournées régionales sur lesquelles là on a besoin d'une technologie comme le gaz naturel de ville qui lui-même doit évoluer de plus en plus dans l'idée qu'on se fait de notre mix énergétique vers le bio-GNV pour justement éviter que le côté énergie fossile, etc. Finisse par l'emporter dans l'opinion publique et nous mettre dans un corner sur la transition environnementale qu'on est en train de mener. Donc ce qui implique que les entreprises soient plus agiles que jamais. C'est-à-dire que nous, on est parti avec cette idée du GNV, mais on n'est pas parti en se disant ce sera la technologie de toute notre vie et si on doit changer dans 2 ans, qu'est-ce qu'on fait ? On changera. Mais à un moment, vous êtes obligé de vous lancer parce que il faut une scalabilité, il faut un pouvoir de négociation globale, pas choisir une techno à Rennes, une techno à Strasbourg, une techno à Marseille. Ça ne pourrait pas coller dans notamment notre politique d'achat, notre politique générale industrielle, ça ne peut pas coller. Donc il a fallu qu'on en choisisse. Le GNV était la solution à portée de main. Évidemment, elle va évoluer et évidemment, il y aura encore des virages à 180 degrés qu'il faudra peut-être qu'on prenne et on saura les prendre en temps et en heure. Mais en attendant, on pousse pour la réussite de ce qui est aujourd'hui à notre portée. Et puis sur le plan financier, il y a aussi des obstacles. Et notamment, je le disais, notre plus grand challenge, c'est notre sous-traitance. Il faut être clair, nos sous-traitants, je le disais, c'est des petites entreprises qui avaient l'habitude de se fournir sur le marché de l'occasion, qui passaient d'occasion en occasion. Sauf que là, on se retrouve dans une situation où la valeur nette résiduelle de leur véhicule se réduit comme peau de chagrin. Et par ailleurs, ils doivent acheter des matériels qui aujourd'hui coûtent 30% plus cher que la norme la plus importante sur l'Euro 6, c'est-à-dire le diesel Euro 6, la norme la plus moderne et la plus, je dirais, propre sur la partie diesel. Donc ça crée un peu un effet ciseau pour nos sous-traitants qui se retrouvent dans la situation où ils ne peuvent plus financer l'achat futur. Ils nous demandent du coup, nous on les a rapprochés de nos banques pour essayer de faire des contrats tripartites. Les banques refusent de le financer pour des questions de risque crédit. Assez entendable, je dois le dire. Nous-mêmes, on ne souhaite pas se porter garant pour 1600 sous-traitants. Donc, on est en train de trouver des solutions à coût de contrats de plus long terme, ce qui n'est pas dans notre habitude. On est plus sur des contrats relativement court terme, etc. Mais là aussi, il faut qu'on change peut-être notre approche pour pouvoir pérenniser cette transition environnementale. Là, ce serait un changement un peu de modèle quand même, de contractualiser avec nos sous-traitants sur des longues périodes. Mais bon, si ça doit faire partie du jeu, on saura aussi s'y mettre. Le seul mécanisme qui aujourd'hui permet de couvrir un peu le surcoût, c'est le mécanisme de suramortissement qui a été prolongé jusqu'en 2024 et les économies de carburant, mais à condition de parcourir une distance suffisante. Le dernier point en ce qui concerne le retour d'expérience, c'est savoir-faire et faire savoir. Ça paraît idiot, mais voilà, c'est un engagement, ça se réalise pas en une fois, c'est un marathon plus qu'un sprint, et donc il faut vraiment arriver à régulièrement communiquer sur le sujet. Il y en a qui trouvent que quand on parle de communication autour de ce thème, c'est on est has-been et qu'on n'a pas compris. Moi, je pense fondamentalement que la communication autour d'actions très pragmatiques permet d'embarquer plus facilement d'ailleurs les collaborateurs que des grandes thématiques structurelles autour de cette transition environnementale, du GNV, etc. Il faut être extrêmement pragmatique, communiquer régulièrement sur les petites victoires. Moi, je crois beaucoup à la politique des petites victoires plutôt qu'aux très grands projets, etc. Et en la matière, il faut régulièrement communiquer comme on a pu le faire sur LinkedIn, sur un certain nombre de relais. C'est évidemment à destination de nos clients et de l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est pas, je vais pas mentir là-dessus, mais c'est surtout pour continuer à montrer qu'on avance et que quelles que soient les difficultés, on réussit petite étape par petite étape, etc. Et un phénomène qui est intéressant, c'est que le taux d'engagement, par exemple sur LinkedIn, sur les posts qu'on fait, le plus fort, c'est sur les posts RSE et sur les posts people d'ailleurs. C'est vraiment les deux points. Le social et la transition environnementale l'emportent systématiquement.
donc voilà. Et là, on a trois sujets pour partager notre fierté. D'une part, en interne, pour valoriser les compétences, mobiliser la cohésion des équipes. Donc, au niveau de la marque employeur, le marteler une nouvelle fois. Auprès de l'écosystème professionnel, là, on crée une sorte de préférence de marque. Encore une fois, c'est un point important. Et par rapport au plus grand nombre, c'est un enjeu évidemment réputationnel, assez général, et ça permet à l'entreprise de rayonner. Vous voyez, on a eu l'honneur de recevoir le coq vert de la BPI et aujourd'hui de pouvoir témoigner. On espère que voilà, ça permet au moins de partager une expérience qui permette de voir que tout se fait pas facilement et que chaque industrie a évidemment ses complexités à gérer. Voilà. Si maintenant je devais donner des conseils et garder quelques conseils en tête plus généraux, puisque j'ai dit au départ que le slide qui reprenait le terme conseil n'était pas forcément adapté à la présentation, les conseils ce serait les suivants. Déjà, prendre conscience de l'urgence, hein. C'est un point important. J'ai la chance de présider une autre entreprise de transport et je me suis rendu compte que le directeur général disait oui mais elle est plus petite, elle a moins l'habitude de ces sujets de transformation, et il y a eu un côté oui mais c'est l'offre et la demande qui finira par faire la transition environnementale. Oui mais si on l'a pas préparé, si on l'a pas anticipé, si on n'a pas fait, si on s'est pas planté une fois et si on n'a pas fait des choses pour tester, ce sera compliqué de la mener à bien dans les temps requis, parce que tout d'un coup l'accélération est extrêmement violente et exponentielle. Ensuite, partager le projet avec l'ensemble des parties prenantes. Je pense que c'est important vraiment d'engager tout le monde et de laisser personne sur le carreau en disant mais l'intendance suivra. Il faut vraiment que les fournisseurs, au-delà des clients, les fournisseurs, les collaborateurs soient parfaitement impliqués et que de préférence ils puissent prendre le sujet par eux-mêmes. Rester très agile face à l'accélération du dérèglement climatique, hein, on l'a vu cet été, on a vu des choses qu'on avait probablement jamais vues, y compris en Europe, de la pression qui en découle de ce dérèglement climatique, la pression de l'opinion, la pression du législateur qui obéit finalement à des espèces de poncifs ou parfois à des réactions un peu épidermiques, et puis des technologies autour de la transition environnementale qui évoluent très vite. Avant-dernier conseil, objectiver la démarche, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les labels, ça me paraît extrêmement important, plutôt que sinon on est très très vite taxé de greenwashing, etc. Il faut vraiment objectiver les choses, ça permet aussi de se donner des jalons et des objectifs. Et enfin, et ça je pense que beaucoup d'entreprises le font, mais c'est penser long terme. Il y a un certain nombre de stakeholders qui parfois oublient que le long terme est quand même primordial, et notamment dans une transition comme celle-là. Encore une fois, moi je pense qu'il faut marier transition environnementale et développement économique et profitabilité. Néanmoins, parfois l'ordre des priorités peut s'inverser pendant un temps. Cet investissement-là, il va forcément péjorer mon free cash flow si je vais par là. Donc au moins pendant un temps, mais sur le long terme, je pense qu'on sera largement gagnant. Voilà mes humbles conseils, parce que je pense que chacun verra midi à sa porte, mais voilà, c'était intéressant à mon sens de partager avec vous notre expérience. J'espère que ça a pu vous convaincre de vous lancer dans l'aventure de la transition environnementale et que ça n'a jamais péjoré aucun de mes autres projets stratégiques ni aucune capacité d'investissement de l'entreprise. Voilà. Alors je crois qu'on arrive un peu à la séance de questions-réponses. Je vais essayer de les prendre. Alors là je me trompe puisque ça arrive sur WhatsApp. Excusez-moi une toute petite seconde. Alors, la première question, c'est: l'électrification des véhicules est-elle une alternative viable? Alors oui, c'est une alternative viable, indéniablement. Mais comme elle évolue elle-même, c'est une question de temporalité. C'est-à-dire que là, dans un premier temps, le véhicule électrique, et notamment le poids lourd électrique, etc., c'est plutôt très adapté aux véhicules légers d'ailleurs, et aux courtes distances, et à l'hypercentre pour schématiser un peu ce qu'on veut faire. Nous qui avons les deux, c'est-à-dire des livraisons à faire en centre-ville sur des
distances relativement courtes, etc., et des livraisons beaucoup plus lointaines à réaliser, on a besoin d'un mixte, parce que sinon on n'y arrivera pas, et l'électrique ne répond pas à l'ensemble de la problématique générale de la transition environnementale. Donc oui, viable indéniablement, c'est quelque chose qui va continuer à muter et à se développer. L'électrique, j'y crois beaucoup. Mais aujourd'hui, encore une fois, la colonne vertébrale qu'on a prise sur le GNV, elle répond à une problématique ponctuelle sans doute, mais d'une disponibilité de techno qui ne nous permet pas d'avoir de l'électrique partout. À ce jour, percevez-vous un retour sur vos investissements? Alors non, je vais être honnête avec vous, pas encore, mais j'en attendais pas aussi rapidement de toute façon. En revanche, il est clair que je pense que d'ailleurs je peux citer mes clients, mais on a fait un certain nombre d'entrées dans le panel de fournisseurs de grands groupes qu'on n'arrivait pas forcément à aller à vraiment démarcher convenablement avec notre ancien système. On ne remet pas en cause notre efficacité commerciale, mais voilà, il y avait des portes qui étaient fermées, comme souvent dans toutes les industries, et on a réussi à rentrer chez un grand fabricant français de produits cosmétiques très connu, qui s'appelle L', je laisse deviner la fin. Bon, après je ne sais pas si je peux les citer, donc je ne vais pas forcément le faire. Grâce à ces technologies en tout cas grâce à cette entrée via la transition environnementale et nos véhicules à GNV, et on fait du co-branding de plus en plus demandé par des clients. Alors je suis pas toujours favorable au co-branding, parce qu'à la base c'est l'abandon de ma marque, hein. Ma marque elle n'est véhiculée que par des camions, mais avec des marques qui sont très puissantes, et comme Decathlon par exemple, avec qui on a un camion qui circule en Alsace co-brandé au GNV, etc. C'est encore une fois, c'est des entrées chez des gros clients qu'on n'avait pas forcément les moyens d'avoir, et qui rentrent par ce biais-là. Et quand on rentre chez un client, en général on développe bien, donc je suis pas du tout persuadé qu'on n'arrivera pas à rentabiliser assez rapidement les choses. À noter quand même que cette transition, au-delà du cash, au-delà de l'aspect cash, il y a un aspect OPEX qui est plutôt intéressant, en tout cas qui n'est pas aggravé, très loin de là, et je pense même plutôt intéressant en interne. Après il y a la question de la sous-traitance, il faudra voir quelles répercussions ça a à plus long terme, mais pour le moment c'est plutôt positif. La transition économique est-elle adaptée à un créateur d'entreprise, je suppose? Je vois pas pourquoi ça le serait pas. En fait, c'est un peu comme la cybersécurité, c'est-à-dire qu'à la fin ça devient natif, c'est quelque chose que vous intégrez immédiatement dans votre schéma de création d'entreprise. C'est sûr que à mon sens il faut aller pas à pas dans certaines choses, mais on peut pas attendre la même chose d'une entreprise du CAC 40 comme d'une TPE qui vient de se créer, c'est certain, et je pense pas que, je pense que d'ailleurs peu importe la problématique sur la petite entreprise du créateur, mais par contre il faut que dans les décisions qui soient prises, ça intègre immédiatement ce schéma. Après je pense que tout le monde pourra comprendre qu'il y a des impératifs peut-être un petit peu plus pressants sur l'entreprise d'un créateur, mais déjà que les grandes entreprises qui sont en place fassent le job, et puis ensuite voilà, on demandera aux petites entreprises de le faire, mais je vois pas pourquoi ce serait antinomique entre création et intégration de la transition environnementale, pour prendre un mot anglais un peu pompeux, by design. Je pense que c'est tout à fait faisable, même si encore une fois je connais pas l'industrie de la personne qui a posé la question. Excusez-moi, j'ai l'impression. Voilà. Hop. Alors on m'a envoyé Vous avez parlé de l'évolution de la réglementation. Je suppose que dans votre secteur, il serait possible d'arrêter de faire rouler les véhicules motorisés dans les villes si tous les acteurs y étaient contraints. Seriez-vous prêt à soutenir cette évolution? Alors, si tous les acteurs étaient contraints de ne pas pouvoir livrer, il n'y a pas de moyen d'acheminement complètement propre qui permettent de le faire, si vous voulez, parce qu'on pense souvent à la livraison aux particuliers. Là c'est vrai que c'est des petits colis, etc. Et donc on se dit bah oui, mais ça peut être livré par vélo ou dans des parkings, etc. Mais bon, dans le centre-ville on livre quand même pas que des particuliers ou des petits magasins de fringues, etc. On livre aussi des garages, etc. avec des palettes lourdes,
lourds, de produits chimiques, etc. Donc il faut être capable de prendre, de rentrer en ville, effectivement. Mais notre métier à nous, pour clarifier, nous on fait du groupage et on est le transport en commun des marchandises. C'est-à-dire que nous, déjà, on a beaucoup de clients dans les camions et nos camions sont déjà complètement saturés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen de réduire ça. Donc ce qui pourrait se passer, c'est qu'effectivement un jour on ait une délégation de service public avec des gens qui livrent de manière uniforme le truc, mais bon, ça créera d'autres contraintes et il faudra quand même livrer à destination. Moi je crois pas que le problème soit là. Je pense que le problème, c'est qu'il faut absolument qu'on cherche à faire des efforts sur les technos qui soient disponibles, à pas après j'ai pas envie d'éduquer le consommateur. Aujourd'hui le consommateur, il a une facilité de commande qui est démentielle sur Amazon, etc., qui crée des usages très forts sur lesquels nous on est aussi obligé de s'adapter et de courir derrière, hein. Une entreprise comme la nôtre, elle est passée de 4% à 10% de ses livraisons à domicile et aux particuliers. Chez nous, c'est des changements opérationnels majeurs qui pompent la productivité, qui changent aussi nos méthodes de travail, etc. Je pense que les gens ne savent plus attendre et aujourd'hui on est à la on attend d'être livré en moins d'une heure sur des produits, etc. Donc ça crée des usages très forts et le consommateur est aujourd'hui embarqué là-dedans. Moi je crois qu'il faut effectivement changer les technos et il y a des enjeux qui dépassent le transport ou qui impactent le transport, mais le transport, c'est la partie visible. L'autre jour, je raconte cette anecdote à tout le monde parce que ça m'a vraiment déstabilisé. Je trouve ça choquant. J'ai commandé un petit fusil en plastique pour mon fils, il fait 50 cm, faisait 500 grammes. Puis j'ai reçu un jour, 3-4 jours plus tard, un colis qui fait ma taille, qui fait 30 cm de large, 20 cm de profondeur. Je dis à ma femme, mais qu'est-ce que tu as encore commandé? Et elle me dit, mais je sais pas. Et j'ouvre le truc, c'était le petit fusil de 500 grammes. Et donc, si vous voulez, si personne ne fait l'effort, si personne ne fait l'effort dans la production de créer un emballage adapté, etc., eh bien, on se retrouve avec des poids très très légers dans les véhicules, à véhiculer des choses qui prennent une place abominable. Et plus ça prend de place, plus il faut mettre de camions sur la route, etc., etc. Donc, il y a toute une chaîne. Il y a le consommateur final qui doit apprendre aussi à patienter, à mon sens, même si je pense que c'est pas le sens de l'histoire, on peut le regretter, ou pas d'ailleurs, mais personnellement je fais pas partie des adorateurs de la commande reçue chez soi très très rapidement, mais enfin c'est comme ça, il faut le prendre comme tel. Il y a effectivement la technologie de transport qui doit être faite, il y a le modèle social aussi auquel il faut faire attention, hein, parce que beaucoup de sous-traitants aujourd'hui qui ont un modèle social potentiellement assez éloigné des entreprises classiques. Et là aussi, on peut se demander si c'est une bonne chose, hein. Et puis, effectivement, l'emballage, etc. Donc, c'est une chaîne globale qui peut répondre à la problématique de la logistique de la ville. Mais de là à dire il faut plus rentrer dans la ville ou livrer à un point et puis c'est tout, j'y crois pas tellement. Et sans doute une des dernières questions, si mon téléphone veut bien me reconnaître. Merci pour ces précis. Vous avez dit que personne ne souhaite payer la transition énergétique. Pour vous, quels acteurs devraient payer ? En fait, un peu tout le monde, hein. Je pense que le consommateur devrait payer. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'offres avec transport gratuit. Dès que vous commandez, pas pour 1000 €, hein. Dès que vous commandez pour 20 €, vous avez le transport gratuit. Vous avez les startups, vous avez les transporteurs qui doivent prendre leur part. Et nous, on prend notre part, hein, puisqu'on prend notre risque, hein, quand même dans cette affaire-là, avec ces investissements dont on ne sait pas très bien s'il ne faudra pas faire un e-race dans 2 ans et supprimer et puis passer à autre chose. Et les chargeurs, en règle générale, qui doivent payer cette transition environnementale pour pouvoir le réaliser. Je pense que c'est indéniable. Je pense qu'encore une fois, c'est une chaîne de responsabilité, une prise de conscience collective. On peut pas dire que c'est un tel qui doit payer, etc., etc. Pour moi, on doit tous être responsabilisés. Et ce qui est gratuit n'a pas de valeur, quoi. C'est-à-dire que le transport, ça a un coût. C'est une externalité négative. Il faut le prendre en compte. Et je pense que l'émergence de l'économie circulaire est une bonne chose en la matière aussi, hein. Pourtant, je vais en subir les conséquences parce
parce qu'on parle beaucoup de transport routier, mais enfin on peut regarder la pollution des conteneurs maritimes ou des porte-conteneurs qui arrivent depuis l'Asie. C'est là que vous regardez les émissions de CO2 et les externalités négatives, c'est absolument terrifiant. Donc la fast fashion, etc., qui consiste à changer de collection toutes les 3 semaines en apportant ça d'Asie ou du Bangladesh ou je sais pas où, je pense que ça c'est des choses où il faut changer. Donc qui doit payer ? À mon sens tout le monde, et je pense qu'on n'a pas trop le choix de toute façon que d'être tous solidaires en la matière, et chacun doit prendre une partie du problème à sa charge. Il en reste une ou c'est fini ? C'est fini. Je crois qu'il restait quid du fret ferroviaire. Je réponds en 59 secondes, 57 désormais. Le fret ferroviaire, c'est une très bonne idée. Ça marche très très bien en Autriche, ça marche très très bien en Suisse, ça marche très très bien y compris en Italie. Il n'y a qu'en France où c'est extrêmement compliqué. Parce que, pour plein de différentes raisons, sans doute politiques, etc., et administratives, on a eu beaucoup de mal. Le fret ferroviaire, ça n'a pas décollé, non pas parce que personne ne voulait aller sur le fret ferroviaire, mais parce que l'entreprise qui était censée rendre le service disait « moi, ça marchera comme moi je l'entends, avec mes contraintes à moi, etc. » Sauf que ça, en faisant ça, vous avez créé une désaffection. Il y a eu des pertes de conteneurs complets sur certains lieux de chargement. C'était à la fois très négatif en termes de qualité et pas du tout adapté aux besoins des clients. On sent quand même une prise de conscience et une volonté politique pour y aller. Moi, en tant que commissionnaire de transport, ça me pose pas de problème. Demain, ce qu'on fait par camion, on pourra le faire par rail avec grand plaisir et j'en serais ravi parce que c'est déjà ce qu'on fait par exemple sur la Suisse et l'Autriche. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai plus de questions et je suis à 2 secondes, donc voilà. Bonne soirée.